Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. Bienvenue dans la saison 3 du camp de base, l'émission des rencontres au sommet. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle facette de la montagne dans une conversation avec une personnalité. Ensemble, on contemple les grands espaces et on se raconte des histoires. Dans un monde en pleine mutation, dans lequel les hommes sont la principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques et dans le contexte de changement climatique, à quoi ressemblera la montagne de demain ? Et quels sont les changements souhaitables ? Ensemble, on rêve la montagne et on s'y promène. Le camp de base, rencontre au sommet, est disponible en podcast tous les lundis dès 5h du matin sur les plateformes. Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode du camp de base. Je reçois Hervé Baudot. Il travaille dans le domaine de la communication, il est pratiquant de la montagne depuis très jeune et aujourd'hui on va discuter ensemble de l'histoire des refuges puisqu'il a écrit un livre qui est paru en avril 2024 aux éditions Glénat dans la collection Histoire d'eux. Si tu es un ou une auditrice fidèle du podcast, tu as déjà entendu parler du livre Histoire des grandes exploratrices, écrit par Caroline Riegel. Je remets le lien dans la description du podcast et tous les liens dont on va parler dans cet épisode, toujours dans la description. Alors je te souhaite une très bonne écoute et je reviens à la fin de cet épisode pour une annonce importante. À tout à l'heure et bonne écoute. Bonjour Hervé. Bonjour Émilie. Et merci d'être le nouvel invité du camp de base aujourd'hui. Première question que je pose toujours aux invités du camp de base. Il est où ton camp de base à toi et il est composé de quoi ? Mon camp de base à moi, il est pas très loin d'ici en fait. Il est à Saint-Martin-d'Hères aujourd'hui. Tu travailles beaucoup autour de la montagne. Alors Oui. Ça fait quand même pas mal d'années. Comment est-ce que ça a commencé ? Moi, je pratique la montagne depuis très longtemps. J'ai commencé en Bretagne, j'avais 13 ans, au club alpin à Nantes. Là, on était deuxième partie des années 70, donc ça commence à remonter. J'ai continué à faire de la montagne et je me suis installé à Grenoble dans les années au début des années 90. Je travaillais chez Schneider Electric, Merlin-Gérin à l'époque. Je faisais toujours de la montagne. Et il se trouve qu'à un moment donné, je suis rentré chez Petzl. Je suis rentré au début des années 2000 et j'y suis resté environ 16 ans. Donc, plutôt dans des postes communication, ce que j'écrivais déjà en tant que concepteur-rédacteur. Et chez Petzl, à un moment donné, on m'a proposé de raconter l'histoire de Petzl. Donc j'ai travaillé sur un livre qui s'appelle Petzl, la promesse des profondeurs, avec Sophie Queneau, qui est journaliste, qui avait écrit un livre sur Parago. Le livre, on l'a publié chez Guérin. Ça a été ma première expérience vraiment d'écriture hors communication. Et parallèlement, j'ai proposé à une petite maison d'édition qui s'appelle JM Édition, qui est dirigée par Françoise Damilano et François Damilano. Un petit livre qui s'appelle Déclinaison, qui sont des exercices de style inspirés par Queneau, par Pérec, autour de la montagne. Ça a été mon premier petit livre, vraiment le mien, entre guillemets. Ensuite... Alors je viens de sortir le livre qui est mon livre de chevet un peu en ce moment, Les choses de Pérec. C'est ça. Donc ce livre Déclinaison, il est inspiré par Raymond Queneau, par les exercices de style de Queneau. Donc en fait, c'est une scène qu'on raconte de X manières différentes. Et là, je l'ai fait avec une scène de montagne, voilà, que j'ai raconté de X. J'en ai fait une chanson, un article, enfin voilà, des tas de choses. Et puis des Je me souviens vraiment inspirés des Je me souviens de Pérec. C'est très intéressant parce que c'est quand même deux auteurs qui travaillent beaucoup sur le lieu et la mémoire. Oui. Qu'est-ce que ça t'a inspiré ? Alors, ça c'est vrai. Alors, surtout Pérec, je trouve, travaille sur le lieu et la mémoire. Pour moi, par exemple, La vie mode d'emploi, c'est quand même un très grand livre. W, ou Le souvenir d'enfance, je veux pas écorcher le titre, c'est aussi un grand livre.
Après, moi, ce qui m'intéressait aussi chez eux, c'est la contrainte, le fait de travailler sous contrainte. Parce que j'ai souvent l'impression que j'ai pas des tas d'idées. Si Fournissière écrit-moi un roman, je sais pas trop comment je vais faire. Par contre, j'arrive assez bien à m'inscrire dans des contraintes, en fait, et rebondir dessus. En tout cas, je suis un peu à l'aise avec ça, en fait. D'accord. Et puis, donc ça a été un premier livre. Ensuite, j'ai fait une biographie d'un musicien qui s'appelait Maurice Baquet, qui était violoncelliste, qui était aussi alpiniste, chanteur d'opérette, acteur, tout ça au XXe siècle. C'était un personnage vraiment foisonnant et ça m'avait beaucoup intéressé. Parce que quand on s'intéresse à la montagne et à la musique, à un moment on tombe sur lui. Il y a cette fameuse photo de Douaneau avec le violoncelle. Donc j'ai travaillé là-dessus, sur cette biographie. Ça m'a beaucoup intéressé. Et ensuite, j'ai travaillé pareil sous une forme de contrainte avec Cédric Sapin-Defour sur un policier qui s'appelle Salade russe au Mont Blanc, donc publié toujours chez JM Éditions, qui est un cadavre exquis qu'on a réalisé ensemble. Tu m'expliquais tout à l'heure en préparant l'émission que c'était une manière bien contrainte d'écrire puisque tu écrivais un chapitre, tu l'envoyais à Cédric, il savait pas ce que ça allait raconter, et puis lui réécrivait un chapitre qu'il t'envoyait et vous avez tissé comme ça un livre ensemble. Oui, absolument. En fait, la commande de Françoise et François, c'était un polar dans le Mont Blanc. Mais une fois qu'on s'était dit ça, c'est tout. Et donc l'idée, c'était de voir si on pouvait finalement arriver à construire une histoire. Alors, visiblement, on a réussi. On a fait 26 chapitres. Et alors, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout vu qu'il y avait que c'était un cadavre exquis. Ils ont lu l'histoire de A jusqu'à Z. Il y a des gens, évidemment, qui l'ont vu. Il y a des gens qui ont essayé de comparer des écritures. Bon, c'était plutôt une fantaisie. C'est quelque chose d'assez haletant, virevoltant. On s'est bien amusé par rapport à ça. Pour ceux qui connaissent pas Cédric Sapin-Defour, il a écrit notamment au-dessus des photos de Monica Dalmasso dans le livre Sauvage, des photos magnifiques d'alpinisme où l'homme s'éteint au profit de la nature au fur et à mesure des chapitres. Peut-être qu'on aura la chance de les avoir tous les deux dans le canvas bientôt. D'accord. Et Cédric Sapin-Defour, c'est aussi celui qui a écrit Son odeur après la pluie, qui fait 400 ou 450 000 exemplaires maintenant. Oui, alors je sais plus combien exactement. Énormément. Mais, voilà. Il est à Arèche-Beaufort. Il a fait un livre qui parle de son chien et qui marche beaucoup en ce moment, mais il écrit aussi beaucoup sur la montagne et sur la philosophie de la montagne. Comment est-ce que vous avez justement lissé l'écriture et est-ce que ça a demandé un effort de compréhension en se mettant à la place de vos lecteurs? Ou est-ce que vous vous êtes dit, en fait non, chacun a sa patte, a son écriture, et en fait si les chapitres ne s'imbriquent pas correctement dans l'écriture, c'est pas grave? Alors chacun a son écriture. J'ai eu la sensation que les chapitres s'imbriquaient bien, en tout cas d'un point de vue narratif, les uns avec les autres. Il y avait vraiment une histoire qui se racontait. Bien sûr, les écritures étaient différentes, mais on pouvait quand même passer de l'une à l'autre. À mon avis, le lecteur peut passer de l'une à l'autre sans trop de difficultés. Et il n'y a pas eu vraiment de travail de lissage. Il y a eu le petit travail de lissage qu'il y a eu, c'était pour lisser des incohérences à un moment donné qui étaient restées ou ah oui, tiens, à cette heure-ci, il était où? Ah oui, mais je pensais qu'il était là. Voilà des petites choses comme ça, mais vraiment pas grand-chose. On n'a pas retouché le texte plus que ça. L'idée, c'était d'arriver au bout, de voir si on arrivait à produire une histoire. Ça doit être assez exaltant. Et on discutait pas ensemble, en fait. Oui. C'était le prof. On discutait de plein de choses, mais pas de ça. Voilà. Ça doit être assez intéressant aussi de se laisser porter par l'écriture de l'autre. Oui, alors c'est très intéressant. Comme je disais, moi j'aime bien travailler sous la contrainte. Donc il y a une vraie contrainte puisqu'on on reçoit un chapitre. Qu'est-ce qu'il va dire? Où est-ce qu'il nous emmène, etc. Et puis donc faut rebondir par rapport à ça. Et alors ça, parfois c'est facile, l'idée vient tout de suite. Parfois c'est plus difficile. Mais on s'aperçoit aussi finalement dans ce genre d'exercice.
Enfin, je dis ça, pour l'instant, j'en ai fait qu'un comme ça, mais on s'aperçoit qu'une fois que les bases sont un peu posées, finalement, une fois qu'on a posé un peu le décor, les choses, entre guillemets, vont se dérouler dans une certaine cohérence. Donc, bien sûr, je peux faire arriver une soucoupe volante au milieu de l'histoire, mais si c'est pas ça dont il s'agit, c'est pas ça dont il s'agit. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, on arrive à construire, enfin, en tout cas, essayer d'arriver construire quelque chose qui se tient. Est-ce que tu as déjà essayé une écriture qui fasse entrer en ligne de compte le hasard? Je pense notamment à tirer des dés, tirer des cartes. Non, pas vraiment. Non, pas plus que ça. J'ai dû le faire dans des petits exercices comme ça, mais non, pas. Enfin, je vois très bien. Pas plus que ça. Avant de venir au fait de notre émission d'aujourd'hui, j'ai une dernière question qui est celle de la communication, de l'écriture pour la communication, pour aller vers une écriture d'écrivain, ce qui n'est pas pareil. Toi, aujourd'hui, tu fais de l'écriture pour de la communication et de l'écriture pour de la poétique, pour raconter des histoires. Est-ce que tu te sens plus écrivain ou plus communicant? Je me sens, je me sens un peu les deux. C'est-à-dire que oui, j'ai une partie de mon activité parce qu'aujourd'hui, bon, j'ai longtemps travaillé dans la communication justement. Aujourd'hui, je me suis établi à mon compte, donc j'ai des clients. Je, je travaille en conception-rédaction. Produire du contenu pour eux, c'est des choses que j'aime bien faire. Et ce que j'aime bien faire, c'est justement travailler sur différents milieux aussi. Pour mes clients, entre guillemets, je travaille pas que dans le domaine de la montagne. J'ai des clients dans la montagne, mais pas que. Et je trouve ça très intéressant. Et j'aime bien essayer de comprendre les problématiques différentes, et puis aller sur des styles d'écriture différents, de m'adapter à ça. Puis après il y a le travail d'écriture, en tant qu'auteur, entre guillemets, où là, c'est différent. Alors, je suis pas, on en parlait tout à l'heure, je suis pas du tout un styliste. Enfin, en tout cas, je ne mettrais pas ce qualificatif-là. Mais pour moi, quand j'écris dans ce domaine-là, c'est une porte qui s'ouvre et je me laisse aller. J'écris assez souvent. Alors, autant quand je travaille pour mes clients, c'est très structuré. Enfin, Il y a une méthodologie de voilà, c'est l'écriture de ça. com. Voilà. Autant, j'aime bien aborder les choses, même dans un livre comme sur les refuges. J'avais fait un plan, je l'ai pas vraiment respecté, mais quand je rentrais dans une thématique que j'allais développer, je m'étais pas fait un plan de la thématique. J'aime bien que les choses viennent en écrivant, et pareil pour typiquement pour les autres sujets. Tu penses que c'est des compétences différentes qu'il faut développer justement pour ces deux écritures? Il y a quand même, je crois, un Français sur 5 ou un Français sur 4 en France de devenir écrivain. C'est quand même un métier qui fait rêver. C'est quoi les compétences pour être un bon auteur? Je pense qu'il y a évidemment des compétences très basiques sur la maîtrise de la langue. Et puis après, je pense qu'à un à un certain moment, notamment quand on veut aller dans la création, enfin je sais pas, j'imagine ce que j'ai pas vraiment fait moi, mais créer un roman complet, par exemple, là il y a des techniques, il y a des ressorts pour ça, comme quand on écrit un scénario. Voilà, il y a des manières d'organiser les choses, il y a des histoires d'arc narratif, etc. Voilà. J'ai pas eu, moi, pour l'instant, trop à m'y frotter, même si c'est des choses qui m'intéressent, mais il y a quand même des techniques particulières qui peuvent être mises en œuvre. Pour l'instant, je les ai pas vraiment complètement abordées. Alors, je devrais peut-être. Ça pourrait peut-être aussi, moi, dans mon travail, me débloquer des choses, parce que je vois aussi des limites parfois. D'accord. Mais c'est des compétences qu'on peut aller chercher. Après, on a chacun notre style. Moi, j'aime bien avoir un regard parfois un peu distancié sur les choses. Faire un pas de côté, par exemple. C'est un peu comme ça que je regarde les choses. Pas tout le temps, hein, Oui. mais pour mes clients, il est hors de question de faire un pas de côté. On n'est pas du tout là-dedans, mais quand j'écris, c'est plutôt des choses comme ça. Et d'ailleurs, c'était assez intéressant parce que par rapport à ces histoires d'arc narratif, suite au livre sur Maurice Baquet, Ouais. j'ai travaillé avec Gilles Chapas, qui a réalisé un film sur Maurice Baquet. Donc, j'ai travaillé en écriture avec lui sur tout le script.
Du documentaire. Ouais, et notamment, c'est le violoncelle qui raconte et c'est la voix du violoncelle. Donc D'accord. voilà, ça c'est encore un autre exercice. Ok. Mais moi, j'aime bien ça, justement, me découvrir oui, encore une fois, se mettre dans une contrainte et voilà, parler comme un tel ou comme un tel. Trouver qu'est-ce qui fait la différence, qu'est-ce qui fait le ressort d'un ton, d'un style. Eh ben écoute, une ressource pour les auditeurs et auditrices qui écoutent ce podcast et qui aimeraient peut-être travailler leur style. J'ai une copine qui devient écrivaine et qui s'est lancée dans le podcast qui s'appelle Rêve de roman et elle donne pas mal de tips. On vous donnera la ressource D'accord. dans le lien de l'épisode, mais ça peut vous aider. Elle a quelques tips et quelques Oui, exercices tout à fait. d'écriture. Si ça vous intéresse, si comme la plupart des Français, vous avez envie d'écrire un roman. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, Hervé, c'est ton livre, Une histoire des refuges de montagne, paru aux éditions Glénat il y a quelques mois, Oh, il est sorti en avril. en avril. Et donc, c'est un livre qui est dans la même collection, notamment d'un livre dont on avait déjà parlé avec Caroline Riegel, qui avait fait un livre sur ces femmes Sur les exploratrices. exploratrices du monde. Donc, il se décompose de la même manière, c'est-à-dire que chaque page raconte une nouvelle histoire avec un angle particulier. Comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre ? L'idée est venue à travers un échange avec Glénat. Donc, puisque Glénat a cette collection-là, donc il y a eu une histoire de l'alpiniste, une histoire du ski, une histoire des exploratrices, une histoire du secours en montagne. Et à un moment donné, ils ont envisagé une histoire des refuges. Je crois que c'est arrivé comme ça, on en a discuté assez vite. Avec Marion Blanchard notamment, qui est l'éditrice. Et moi, j'ai trouvé que c'était un super sujet qui m'intéressait. Puis je voyais bien le format du livre. Moi, je suis pas historien ni architecte, par exemple. Puis il y a des gens qui sont certainement plus spécialistes que moi. Mais moi, je suis pratiquant, en fait, amateur. Je connais bien les refuges néanmoins. Je me disais, tiens, je vais pouvoir aborder ça un peu à ma manière. Et voilà, aller là-dedans, sachant qu'évidemment, il y a des passages obligés sur le début, les premiers refuges, il y a un certain nombre de choses, enfin, même pas que les premiers refuges, au-delà aussi, il y a des choses qu'il faut pas rater, mais c'est une collection qui donne la possibilité d'apporter son propre regard sur le sujet. Et alors, comment est-ce que commence ce livre ? Est-ce que tu peux nous donner justement la genèse de ces refuges en montagne ? Comment ce livre ou la genèse des refuges? Disons que le livre commence par la genèse des refuges. Oui, oui. Quand j'ai commencé à travailler sur le livre, je me souviens, donc les refuges, j'en connais pas mal, mais vraiment au moment du travail, je suis monté dans un petit refuge un lundi matin, qui est le Haber-Degbel, qui est un petit refuge dans Beldon. Je suis parti de la maison, je suis allé voir le gardien. Et c'est marrant parce que le refuge, il a 3/4 d'heure de marche, enfin c'est tout près de Grenoble. Quand on arrive là-bas, on est tout de suite ailleurs. Ça m'a vraiment, j'étais vraiment dans l'esprit de travailler là-dessus, mais ça m'a montré la singularité du lieu, des lieux, de ces lieux-là, de ces ambiances. Même si on n'est pas du tout dans un refuge de haute montagne, on est dans un petit refuge. Donc, et c'est ce que je dis dans le livre, ça a commencé par une fugue. Ça a commencé par une petite fugue. Bon, donc voilà. Après, j'ai commencé à faire un plan, globalement des sujets que je voulais couvrir, disons du début des refuges, de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, et éventuellement aussi aborder ce que ce sera demain, parce que les refuges aujourd'hui sont vraiment à un tournant, mais ça, on pourra en parler tout à l'heure. Et voilà, je suis rentré dedans et je suis allé dans d'autres refuges pour les besoins du livre, et j'ai fait beaucoup d'entretiens, d'interviews avec des gardiens, avec des alpinistes, avec les équipes de la FFCAM, avec les gens qui gèrent des refuges, évidemment beaucoup de recherches de documentation, voilà. Et puis au bout d'un moment, quand j'ai eu un peu vraiment de la matière, j'ai commencé à écrire, voilà. D'accord. Et c'est là que j'ai pas vraiment respecté le plan. Voilà. Alors, ces premiers refuges, est-ce qu'on peut les dater ?
ce que je dis dans le livre, c'est que déjà la montagne a pu être un refuge par elle-même, l'est toujours d'ailleurs. Je prenais l'exemple de l'Arche de Noé qui était arrivée sur le mont Ararat. Ouais. Il y a eu des endroits où on s'abritait en montagne. Par exemple, typiquement, c'est l'hospice du Grand Saint-Bernard. Sur ces grandes routes qui traversaient les Alpes, on a construit très tôt des endroits pour protéger le voyageur des intempéries, des brigands. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, cet endroit-là est vraiment devenu un refuge Oui. pour la pratique, qui est un des hotspots du ski de randonnée en Europe. Mais le refuge tel qu'on l'entend pour nous, lié à la montagne, on a l'impression qu'il est dans la carte postale, qu'il a tout le temps été là, mais en fait, il est vraiment lié à l'histoire de l'alpinisme. C'est-à-dire que les refuges apparaissent avec l'histoire de l'alpinisme. Deuxième partie du 19e. Oui, 1850. On est exactement ça, 1850, 60, 70. Ça va vraiment commencer là. Le tout premier abri, un des tout premiers en tout cas, est au Grand Mulet, sur la l'ancienne voie normale du Mont Blanc, qui est la voie normale aujourd'hui à ski. Ça part de là, et ça part sous l'impulsion des grands clubs alpins qui voient le jour à ce moment-là. Le club alpin suisse, les clubs alpins allemands, autrichiens, qui sont vraiment des très grosses structures, le club alpin français, bien sûr, les Italiens. Et ce sont eux qui vont développer ces refuges-là. Ils mettent même ça dans leur statut. C'est-à-dire, eux, ils sont là finalement pour encourager une pratique de la montagne, pour la développer, mais aussi la structurer. Et dedans, il y a la construction des refuges, l'aménagement des sentiers. C'est vraiment eux les opérateurs, entre guillemets. Et je le dis parce que il y a une vraie volonté. Et en fait, il aurait pu en être autrement. On aurait très bien pu décider de aménager la montagne avec des refuges. Oui. Voilà. Ça vient aussi pour moi avec un espèce d'avènement de la science où avant, la montagne est quand même le lieu des légendes, il faut pas y rester la nuit, surtout pas seul. La science avance, on montre aussi un jour plus scientifique du monde, et finalement ces montagnes, elles sont dangereuses, mais pas pour les raisons qu'on croit. Dans ce que vous dites, oui, c'est tout à fait juste. Alors, après, il faut voir ça un petit peu dans la chronologie aussi. Typiquement, donc au début, on pense que c'est compliqué, enfin, que ça va être très dangereux de passer des nuits en montagne. Oui. Voilà. Après, il y a des gens comme Balma qui prouvent le contraire. Oui. Avant la première ascension du Mont Blanc, parce qu'il est amené à passer une nuit dehors. Oui, il a pas trop le choix, quoi. Voilà, il n'a pas trop le choix. Et là, on s'aperçoit que finalement, on peut passer des nuits dehors. Et après, c'est vrai que ce sont plutôt des scientifiques qui vont encourager la pratique de la montagne, qui vont donner des récompenses. Saussure va promettre une récompense pour aller au sommet du Mont Blanc. Mais derrière, il y a vraiment des visées scientifiques. Évidemment, la montagne va être un terrain d'expérimentation scientifique. Typiquement, au niveau des refuges, c'est le refuge Vallot, par exemple, qui est emblématique de ça. Joseph Vallot qui va construire un laboratoire là sous le sommet du Mont Blanc, au pied de l'arête des Bosses. Et là, il y a vraiment des visées scientifiques. Même avant de construire ça, il a passé un temps fou au sommet du Mont Blanc pour pouvoir faire des mesures. Donc, il va construire cet endroit-là. On est en plein dans le scientisme, entre guillemets. C'est l'époque d'Eiffel. Voilà, c'est la science entre guillemets, toute puissante. D'ailleurs, il y aura un observatoire qui sera construit au sommet même du Mont Blanc par Janssen, mais qui disparaîtra dans les glaces. Et là, on est vraiment dans cet aspect scientifique. Après, les refuges eux-mêmes, le développement, la construction des refuges, on est vraiment là plus sur une démarche de pratique de la montagne. D'accord. Que sur purement... alors, il y a des endroits où on continue à faire plein de sciences en montagne. Les refuges sont quand même là plutôt pour l'alpinisme. Enfin, je le perçois comme ça. Alors, tu parlais de Saussure, là, ouais. Le scientifique qui est un peu... Horace Bénédicte. Horace Bénédicte de Saussure, qui a un peu donné comme le père de l'alpinisme aussi. Les auditeurs ont déjà entendu, et les auditrices, parler d'Ella Maillard. Ouais. Il est l'arrière-arrière-grand-père de Hermine de Saussure, Miette de Saussure, la meilleure copine d'Ella Maillard avec qui elle navigue et avec qui elle part en montagne. D'accord. Voilà. Il y a une grande histoire justement entre Ella Maillard, cette petite fille qui a son âge, et justement cette lignée d'alpinistes. Je ne savais pas. Je trouve ça assez intéressant. C'est très intéressant, ouais. Alors ensuite, il y a tout ce qui est avènement du tourisme. Les Alpes, ressourcement,
acclimatisme, on se nettoie les bronches en montant en altitude, mais on va aussi voir les glaces. On a ces magnifiques planches voilà, de personnes plutôt de la bourgeoisie qui viennent en robe et qui montent comme ça avec des échelles le Mont Blanc. Est-ce qu'on peut dire que la construction et le développement de ces refuges viennent aussi avec le tourisme, ou c'est vraiment de l'alpinisme pur? Alors, ce dont tu parles, par exemple, les gens qui viennent voir les glacières, tu vois, là, on est un peu avant, en fait. Je pense avant le développement vraiment de l'alpinisme. D'accord. C'est-à-dire, on est à la fin du XVIIIe siècle, le Mont Blanc va être conquis, et c'est à ce moment-là qu'on a ces photos de gens, puis aussi bien sûr au XIXe siècle, de gens qui viennent sur des échelles, ou qui viennent se promener sur la mer de glace. Euh, après, on passe vraiment à l'alpinisme un peu plus, voilà, avec des techniques qui sont celles de l'époque rudimentaires, mais on est vraiment dans une autre démarche. Typiquement, les Anglais sont arrivés au milieu du 19e siècle, dans les années 1860, Whymper et compagnie, ils ont fait tomber tous les 4000 des Alpes. C'est le développement de l'alpinisme sportif, en fait. Et d'ailleurs, il s'est écoulé un grand moment entre, par exemple, la première ascension du Mont Blanc et le développement de cet alpinisme-là. Ça s'est pas fait tout de suite. Et donc, les premiers refuges sont pas apparus tout de suite. D'accord. Là, il y a plusieurs étapes. Et donc, après, il y a des évolutions. Avec une petite remarque, c'est que finalement, la construction des refuges, elle est assez européenne et occidentale. C'est pas quelque chose qui est généralisé ailleurs. Aux D'accord. États-Unis, typiquement, dans les grands parcs, dans les zones de montagne, il n'y a pas de refuge, il y a des lodges. On part de là, mais on est en pleine nature. Il y a beaucoup de pays comme ça. Voilà. D'accord. Typiquement, au Népal, il n'y a pas de refuge. Ouais. Il y a des camps de base, des camps d'altitude. Alors, c'est des manières de se réfugier, Oui. mais en tout cas, il n'y a pas cette politique-là, pour des tas de raisons qui sont différentes de celles qui aux États-Unis. C'est quand même un phénomène qui est très européen et qui est lié à cette idée de finalement d'un tourisme de montagne. Oui. Les refuges qui sont un aménagement de la montagne, on a beau être alpiniste, on n'en est pas moins touriste. Bien sûr. Voilà. Donc les refuges sont une manière d'aménager, d'aller sur ces territoires-là, avec des visions aussi qui peuvent être différentes d'un pays à l'autre. Les Italiens ont construit beaucoup de petits refuges bivouacs, quelques personnes en haute altitude, des structures en métal. En France, on n'était pas du tout là-dessus. Le club alpin voyait plutôt des bâtiments relativement pas imposants, c'est pas le mot, mais qui pouvaient accueillir vraiment un certain nombre de personnes, 30, 40, 50, et avec l'idée de faire venir des gens en montagne. D'accord. De développer la pratique de la montagne. Ok. Est-ce qu'on sait dater les premières initiatives privées? Alors ça, je saurais pas te dire. Ok. Alors, il n'y a pas eu que les grands clubs alpins. Par exemple, il y a un club comme à Grenoble, qui est la Société des touristes du Dauphiné, la STD, qui gère 5 refuges dans Beldon et Loisan, qui datent à peu près de la même époque que le club alpin. Alors, les initiatives privées, alors il y a beaucoup de refuges privés. J'aurais tendance à dire, je pense que ça vient plus tard, mais voilà, le premier, je pourrais pas te donner de date. Alors de plus en plus, et tu le mets très bien en exergue dans ton livre, les refuges sont des lieux artistiques. Il y a notamment ce groupe de musique qui passe de refuge en refuge. On a de plus en plus en tant qu'artiste la possibilité d'aller proposer des résidences en refuge. Donc ça fait partie de l'évolution de cette destination des refuges. Est-ce que tu pourrais nous faire une évolution justement de comment est-ce que ces refuges ils ont évolué au cours du XXe siècle? Déjà, le refuge, c'est plutôt un lieu où, je parle de l'alpinisme, un lieu où on va monter je le fais très simple, mais un lieu où on va monter pour dormir la veille d'une course, on va partir le lendemain, donc voilà, ça c'est vraiment l'essence même du refuge. Après, se sont développés aussi des refuges liés à la randonnée. Sur le Tour du Mont Blanc, sur les grands itinéraires de randonnée, il y a des refuges qui sont apparus. On n'est plus forcément en haute montagne, mais on est toujours dans cette notion d'itinérance,
j'y vais, j'en repars. Et on continue aujourd'hui à en développer pas mal en moyenne montagne. Et puis le refuge est petit à petit devenu une destination. Mais ça, c'est plutôt relativement récent, plutôt au tournant du siècle, début des années 2000. Et ça a été renforcé avec le Covid. Les gens ont eu envie d'aller dehors, vraiment un engouement pour l'outdoor qui s'est développé. Et donc les refuges sont devenus des lieux où on va passer un moment, on va passer une nuit ou pas, ou une journée pour profiter de la montagne. On n'est pas forcément alpiniste, ni forcément d'ailleurs randonneur. Alors évidemment, on va pas dans n'importe quel refuge. Mais voilà, il y a des refuges où on trouve tous ces gens-là. Et puis, le refuge étant une destination, ça devient aussi un lieu de vie qui va aller au-delà de l'alpinisme. Et il y a l'idée que pourquoi, si c'est un lieu de vie, on peut avoir un autre regard sur la montagne, faire autre chose en montagne que de la montagne, ou en tout cas la faire différemment. D'où ces idées pourquoi pas, de résidence d'artistes, de musiciens qui vont passer, de conférences, de débats. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, d'animer un atelier littéraire au refuge Jean Collet. Donc, il y a eu ce mouvement-là, qui fait pas d'ailleurs forcément l'unanimité chez les gardiens. Il y a des gens, ou chez les montagnards, il y a des montagnards qui restent attachés vraiment à la fonction du refuge, et puis il y en a d'autres qui sont OK là-dessus, mais c'est pas acclamé partout, entre guillemets. Il y en a qui disent qu'il faut qu'on arrive à trouver un juste milieu entre les choses. Moi, j'aurais un peu tendance à penser, en effet, que la montagne ne se raconte pas qu'à travers l'alpinisme, même s'il y a des endroits où elle va se raconter essentiellement à travers ça, quoi. Et c'est tout à fait normal, mais on peut y faire autre chose. On y reviendra à cette nouvelle destination et à ce qu'on peut attendre des refuges demain et ce qu'on pourra y faire. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup intriguée, c'est les photos que tu as choisies, parce que ça montre des refuges aux géométries, aux matériaux, aux spécificités architecturales bien particulières. En fait, c'est pas des cabanes en pierre, c'est des structures absolument incroyables. Alors, on pense par exemple au refuge de Montrose, avec sa structure en aluminium. Il y a le refuge du Pavé qui vient d'être rénové. Là, je tourne les pages du livre. Le refuge du Goûter, il est absolument incroyable, avec sa structure ronde et bombée, ses multiples couleurs, ses fenêtres complètement dégéométrisées, si ce mot existe. En tout cas, il y a quelque chose dans le refuge, effectivement de la fonction première de refuge, mais il y a aussi un effort stylistique quelque part. Et est-ce que cet effort stylistique, il est voulu, ou finalement c'est les contraintes de l'environnement qui veulent ça? Il y a plein de choses autour de ça. Faut imaginer, par exemple, que le premier refuge, ça a peut-être été un abri parmi les tout premiers refuges, un abri sous une pierre avec un muret. Oui. Après, on a monté du bois. On a construit des refuges en bois. Puis on a construit des refuges en pierre avec les matériaux qui étaient sur place. Pendant très longtemps, on a fait appel à des porteurs qui montaient tout ça, donc c'était vraiment un gros travail de charge harassant. Et puis un jour est arrivé l'hélicoptère au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, ça a pu permettre d'aller plutôt sur des refuges qui étaient préfabriqués, c'est-à-dire qui étaient conçus en bas, montés, démontés et remontés là-haut. Donc avec des matériaux plus légers. Des choses qui avaient déjà été abordées par ailleurs par des gens comme Charlotte Perriand. Par exemple, Charlotte Perriand avait imaginé un refuge, il est dans le livre, un refuge tonneau, qui est une espèce de refuge modulaire, qui est très léger. Pourquoi on va vers ça? Parce que il faut essayer de limiter le poids qu'il y a à transporter là-haut, la charge que c'est. Et petit à petit vont venir aussi se greffer à ça des enjeux d'empreinte écologique, d'inclusion dans l'environnement, de soucis environnementaux par rapport aux énergies consommées, aux déchets rejetés. Voilà, on va réfléchir à tout ça. Et le refuge devient un sujet d'architecte. Et on se dit comment on peut faire des choses à la fois plus légères, qui prennent en compte toutes ces contraintes-là et qui vont aussi
peut-être être porteuses d'un geste architectural dans leur environnement. D'où, typiquement, la cabane, le nouveau refuge du Mont-Rose, ou un très très bon exemple aussi, c'est le refuge Gervasuti, dans la face sud du massif du Mont-Blanc, sous les Grandes Jorasses, qui est une espèce de tube modulaire. Et en fait, c'est une société qui a conçu ça, c'est un tube en plusieurs modules. D'ailleurs, il existe dans une autre version à l'Elbrouge, je crois, au Caucase, où il y a plus de modules. C'est des choses qu'on peut ajuster, qu'on transporte qu'on transporte par hélicoptère et qui peuvent se moduler. Et c'est assez intéressant parce que ça casse aussi l'image d'Épinal du refuge. Pourquoi un refuge serait qu'une grosse bâtisse en pierre Comme on le voit dans les 7 montagnes, finalement, de Paolo Conetti, Ouais, en tout voilà. cas dans la version film, Ouais, qui est ce refuge de pierre avec cette charpente. ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est très intéressant. Et par exemple, on peut dire aussi que les refuges bivouacs italiens, qui étaient des petites structures en métal, ils ont été un peu précurseurs par rapport à ça. Ok. Et c'est une autre manière de concevoir le refuge. Avec le refuge vient le métier de gardien. Tu as pu en rencontrer beaucoup pour l'écriture Alors, de ce livre. j'en ai rencontré un certain nombre. Ouais. Pareil, le métier de gardien, il a évolué. On est passé alors l'image d'Épinal, c'est le vieux guide ou un habitant de la vallée qui fait ça. Aujourd'hui, on a une population de jeunes gardiens, gardiennes qui peuvent venir des villes, qui a un niveau d'éducation relativement important. Il y a une formation de gardiens. Il y a un syndicat des gardiens. C'est un métier qui s'est féminisé. Oui. Et c'est un métier qui est compliqué. Parce que il y a évidemment la dimension du métier de gardien, l'accueil, les repas, le réveil, l'entretien du refuge, etc. Mais aujourd'hui, on lui demande beaucoup de choses. Mhm. Il a aussi un rôle vis-à-vis des secours, mais on lui demande aussi d'être un passeur vis-à-vis des gens qui fréquentent la montagne, puisque comme on a une population de plus en plus diverse qui monte en montagne, être un passeur de ce qu'est le milieu montagne, être aussi une sentinelle de ce qui se passe autour de lui avec le changement climatique, éventuellement d'accueillir la tournée des refuges, des résidences d'artistes. Il est vraiment au four et au moulin, le gardien. Et c'est vraiment un métier qui demande des compétences, ou en tout cas des sensibilités qu'il faut avoir particulières. Le camp de base. Rencontre au sommet. Ça amène cette question des nouveaux usages du refuge. Alors, on avait pu en parler un peu avec Mélanie Marcusi, du refuge des Cosmiques. Oui. Est-ce que tu as l'impression qu'avec le changement climatique, il va se passer des nouvelles choses au niveau de ces refuges en raison des nouveaux usages aussi? C'est des choses qui sont un peu liées, mais qui sont aussi différentes. Ouais. D'un côté, il y a vraiment il y a des nouveaux usages. Donc, avec une population, entre guillemets, qui s'est étendue par rapport au fait d'aller en montagne et qui n'ont pas forcément les codes que les alpinistes ou les gardiens de refuge avant avaient, d'où les questions sur où est-ce que je vais brancher mon iPhone. où est-ce que je vais brancher mon iPhone. Alors il y a des Pour pas gardiens faire de pub. voilà, il y a des gardiens qui répondent à ça en disant j'ai tellement de demandes que de toute manière j'ai mis X prises. Ouais. Et puis d'autres qui disent je veux pas en entendre parler. Ouais. Moi l'énergie j'en ai besoin pour le fonctionnement du refuge, le secours. Donc ils s'adaptent un peu comme ils peuvent. Ouais. Et justement, pour moi, c'est une question environnementale, les nouveaux usages des refuges, puisque les gens montent en montagne aussi parce qu'il commence à faire trop chaud en plaine. Alors les gens montent en montagne parce qu'en effet on y trouve de la fraîcheur, pas que, mais c'est lié aussi à des aspects climatiques. Et puis ça pose aussi ça peut poser des problèmes environnementaux par rapport au refuge, Bien sûr. ou en tout cas des problèmes de contraintes fortes posées sur le refuge. Oui. Typiquement, il y a des refuges autour desquels il y a beaucoup de bivouacs. D'accord. Et les gens viennent bivouaquer autour du refuge et profiter des services du refuge. Pour le gardien, ça peut être intéressant, mais c'est aussi du travail en plus. Et c'est-à-dire qu'il faut prévoir de la nourriture pour les gens qui vont pas dormir au refuge mais qui sont en bivouac. D'ailleurs aussi prévoir la nourriture pour les gens qui montent à la journée. Ça demande quand même plus de capacité d'organisation. Ça demande de grosses capacités. De se dire comment est-ce qu'on va voilà. nourrir tout le monde en sachant qu'on ne sait pas exactement combien il y aura de Ça personnes. demande des capacités d'organisation, d'adaptation. Avec ça, on pourra aussi faire le lien avec le changement climatique. Oui. C'est-à-dire que
il y a des nouveaux usages liés à la montagne, enfin des nouveaux usages. Ils sont pas nouveaux, mais ils se sont développés, qui sont aussi présents au niveau des refuges. Je pense notamment au ski de randonnée. Oui. Le ski de randonnée s'est beaucoup développé. Alors pour le coup, on est vraiment dans un usage de la montagne. Il y a beaucoup de monde dans les saisons de printemps, dans les refuges. Il y a des refuges qui maintenant sont ouverts l'hiver, parce que la randonnée ne se pratique plus qu'au printemps, mais se pratique pendant tout l'hiver. Là, il y a aussi des nouveaux usages qui sont apparus. Mhm. Et ça me permet de faire le lien un peu avec le changement climatique. Pourquoi? Parce que le changement climatique, comment dirais-je, a comme conséquence que certains refuges revoient un peu leur période d'ouverture. En tout cas, les étendent. Au moins les étendent pour pouvoir être ouverts au printemps, en tout début d'été, quand on sait que là, les conditions vont être vraiment bonnes. Rouvrir éventuellement à l'automne, à partir de septembre, quand elles vont redevenir bonnes, que les canicules sont passées. Voilà, il y a des réflexions comme ça parce que les pratiques évoluent aussi. Le refuge, c'est aussi un patrimoine culturel, jusqu'aux livres d'or, qui sont des iconographies que tu as incluses dans ton livre. Quels sont les éléments qui font que ces refuges sont des patrimoines culturels en France? Déjà, le refuge, c'est un endroit où les histoires de montagne se racontent, s'imaginent, s'inventent. C'est des endroits où ils se vivent, où ces histoires se vivent. Les refuges sont liés, certains refuges en tout cas sont liés à des moments donnés à des grandes courses qui ont été faites, à des premières. Donc, les alpinistes, les grands alpinistes sont partis de là, sont revenus là. Typiquement, dans le livre, j'ai une photo de Bonatti à la Charpoix au retour des Drus. Ils font partie de l'histoire de l'alpinisme. Il y a une iconographie autour de ça. Ils sont un patrimoine architectural, puisque ils ont évolué. Des architectes se sont penchés sur cette question-là. Ils sont aussi au niveau de ces histoires, ce que tu disais, tout ce qui est livre d'or. Donc, le livre d'or qui à la base n'était qu'un registre, entre guillemets, dans lequel on indiquait le nom des voyageurs, le guide, la course qui a été faite, sont transformés en... Il y a des topos, on dessine des topos, on dessine des bandes, on fait de la bande dessinée. Enfin voilà, c'est devenu des objets complètement fascinants, finalement, à part entière. Collectif et collector, d'ailleurs tellement collector que je vois le CAF Grenoble-Voisin s'est lancé dans une numérisation de ce patrimoine-là. Les refuges se rénovent, et puis quand on les rénove, parfois on essaye de garder des traces du passé. C'est typiquement le refuge de l'Aigle, qu'on a rénové en gardant des traces de l'ancien refuge pour pas perdre ce patrimoine-là, parce que ce sont des bâtiments qui peuvent dater de la fin du 19e siècle. C'est un patrimoine et je pense d'ailleurs que la FFCAM les considère vraiment comme tels. C'est hyper intéressant. Et alors pour toi, quand tu t'es documenté, tu me disais là en préparant l'émission que tu avais aussi travaillé sur une rencontre sur les nouveaux usages des refuges. Disons qu'il y a eu un colloque sur les refuges en transition. Ouais. Alors, il faudrait que je retrouve exactement le nom de ce colloque-là. Il y a eu un gros colloque à Briançon à fin 2023, où justement c'était un petit peu un point de situation sur les refuges. À la fois, il y a toutes ces questions des nouveaux usages dont on a parlé, les questions du changement, de l'impact du changement climatique. Parce que l'impact du changement climatique, c'est quoi? Ça peut être des accès qui vont être plus compliqués sur des refuges. Ça va être du manque d'eau. Ça va être des écroulements qui peuvent menacer le refuge ou des socles sur lesquels sont les refuges qui vont s'abîmer. Ça, voilà, ça sont quand même des conséquences importantes. Et tout ça impacte, comment dirais-je, évolution au niveau des clientèles, conséquences du changement climatique. Ça met finalement tout ce parc de refuges en questionnement. Alors pas tous les refuges, pas partout, mais un certain nombre. C'est sûr que des gens comme le club alpin, tous les professionnels, tous les acteurs s'interrogent sur comment il faut qu'on envisage les choses par rapport à ça. D'ailleurs, le grand parcours Chamonix, cette année, a tourné sa pratique autour des refuges.
D'accord. Ouais, ils ont vraiment changé. Il y a eu un épisode du camp de base là-dessus. D'accord, ok. Du coup, je fais le lien, je le mettrai dans la ok. description du podcast. Mais pour se dire que effectivement, on se pose la question. Et alors, pour toi, et ça va aussi faire la synthèse de ce qu'on vient de dire, le refuge de demain, il ressemblera à quoi? Bah, je serais serait bien présomptueux de ma part comment dirais-je, de définir des lignes. Ce qu'il faut voir, c'est que voilà, il y a beaucoup de refuges, il y a plusieurs centaines en France. Un refuge peut être tout à fait différent d'un autre et va pas avoir le même avenir. Typiquement, par exemple, c'est clair que la FFCAM est aussi à la tête d'un patrimoine. Elle a un patrimoine à entretenir. Parce qu'elle veut le préserver, le faire vivre. Mais elle se pose aussi des questions parce qu'elle voit que certains refuges ont pu être mis en danger par des écoulements, typiquement le Châtellerault. Donc il y a des endroits qui sont qui peuvent être exposés. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des vraies questions. On voit aussi qu'il peut y avoir peut-être des formules qui peuvent être plus légères. Pourquoi pas des formules qui pourraient être montées à certains endroits, voire démontées à un autre moment quand les conditions sont plus là pour être montées ailleurs. Il y a des choses à imaginer pour sortir certainement simplement de l'aménagement pur, mais ce sera au cas par cas. Parce qu'aujourd'hui, les situations sont très différentes d'un refuge à l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir certainement imaginer des solutions un peu alternatives à ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire que ce qu'on a fait jusqu'à présent est condamné, mais il faudra peut-être que ce soit complété, revu, repensé. Et j'ai l'impression que là, on est vraiment à un tournant et que les acteurs se posent des questions, s'interrogent légitimement. Il y aura certainement plusieurs solutions. Typiquement, par exemple, je pense à Chamonix, il y a eu des rénovations de petites cabanes, toutes petites, qui étaient menacées et qu'on a remis en place et qui finalement redonne aussi un élan à la pratique, s'inscrit dans une pratique moderne. Il va y avoir, à mon avis, des évolutions différentes suivant les endroits. Ouais, et puis il y a aussi des territoires où finalement la montagne est peu pratiquée. Il y a des territoires où la montagne est peu pratiquée. On pourrait très bien imaginer des territoires, par exemple, où il y a un camp de base en bas. Ouais. Et puis après, on va en montagne. À partir de là, on n'est pas forcément obligé de construire des refuges. Est-ce que pour clore cette émission, tu voudrais nous parler d'un de tes refuges préférés? Un de mes refuges préférés, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Voilà, un refuge par exemple qui m'a frappé, c'est la Charpoix. La Charpoix, c'est un refuge qui est sous les Drues déjà, ouais. Donc qui est vraiment un refuge dans un bassin vraiment de l'histoire de l'alpinisme, qui est devenu un refuge où c'est compliqué d'y aller. Beaucoup plus compliqué qu'avant avec la baisse du niveau de la mer de glace. Maintenant, il y a des volets d'échelle à remonter. Comme beaucoup de ces refuges autour du bassin de la mer de glace. C'est un refuge qui a été rénové, mais aussi en gardant l'esprit de ce qu'était l'ancienne cabane. Moi, quand j'y suis allé, alors donc la gardienne vient de changer là, mais la gardienne, c'était Sarah Cartier qui était là-haut avec ses enfants. J'ai trouvé que c'était un endroit... Déjà par lui-même, c'est un endroit incroyable. Et puis voilà, l'accueil. Je dis ça, c'est un refuge où j'étais pas allé avant en fait. Et donc là, j'y suis allé. C'était vraiment une première fois pour moi. Ça a fait l'objet d'un très beau documentaire. Ça a fait l'objet d'un très beau documentaire. Le promontoire, c'est incroyable. Pourquoi ? Le promontoire au pied de la Meije, c'est quand même un endroit incroyable quand on part pour la traversée de la Meije. Après, j'ai des très bons souvenirs aussi à l'envers des aiguilles, qui est un refuge de grimpeurs, enfin là pour les aiguilles de Chamonix, d'autres refuges en Suisse aussi, j'ai de très bons souvenirs. En fait, c'est très souvent des très bons souvenirs. Voilà. C'est des endroits vraiment exceptionnels et alors j'ai quelques mauvais souvenirs, mais globalement plutôt des moments agréables. Typiquement, si je suis allé là il y a pas très longtemps, là je suis remonté. Alors pour le coup, c'était un refuge que je connaissais pas mal au Soreiller, sous la Dibona, qui est un endroit incroyable. Là, tu es en train d'écrire la suite de ce polar dans le Mont Blanc. Oui. C'est quoi les prochains projets ? Je réfléchis à d'autres sujets peut-être historiques, mais pour l'instant c'est pas encore mûr. Cette histoire de suite de polar dans le Mont Blanc, j'aimerais bien pouvoir prolonger un peu l'aventure avec différents auteurs à chaque fois. Ok. Voilà. Merci infiniment de m'avoir donné du temps.
Le plaisir est pour moi. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Camp de base jusqu'au bout. Alors j'en profite pour vous dire que c'était le dernier épisode pour la saison 3. Là je vais en profiter pour me reposer, je pense que c'est important, pour enregistrer les épisodes du Camp de base qui arriveront un peu plus tard pour la saison 4. Alors j'imagine que ce sera dans l'automne, mais si vous suivez le Camp de base depuis le début, vous savez que le démarrage des saisons suivantes ne sont jamais précisément connus. Si vous souhaitez connaître plus précisément la dite date, je vous conseille de vous inscrire sur la newsletter en allant sur www.campdebase-podcast.com. Fin de la saison 3, qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres épisodes qui seront estampillés saison 3, mais ils seront pas réguliers et pas toutes les semaines. Il y a notamment une série pour suivre Célestine sur la Via Alpina qui va débuter là, soit cette semaine, soit la semaine suivante. Il y aura quelques micro-épisodes pour suivre donc Célestine qui est partie sur la Voie Alpina et qui va y être donc jusqu'en novembre, et on s'appelle une fois de temps en temps au téléphone pour faire le point. Je suis en train de monter les 2 premiers épisodes et le reste va venir aussi. Inscrivez-vous vraiment à la newsletter si vous voulez connaître la suite, et puis je vous dis à très bientôt. En tout cas c'était un plaisir, et c'est un plaisir de vous retrouver toutes les semaines. Il y aura bien évidemment des rediffusions des anciens épisodes chaque lundi, puisqu'il y en a quand même pas mal. Il y en a déjà 90, il me semble, sur le fil. Donc vous pourrez avoir tous les lundis un épisode qui ne sera pas nouveau, mais peut-être que vous ne l'aurez pas entendu dans le fil de tout ce qui s'est déjà immiscé sur ce fil. Voilà. Je vous souhaite un très bon été, un très bon début d'automne, et je vous dis à très bientôt dans le camp de base. Rencontre au sommet.